Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. L'armée malienne dotée de drones d'attaque, les appareils de fabrication turcs peuvent voler jusqu'à 300 km à l'heure et ont une capacité de plus de 20 heures de vol. C'est le fruit de la coopération Mali-Turquie. États généraux de l'éducation, les participants se retrouvent au niveau régional pour faire le diagnostic des maux qui minent l'école malienne avant de faire des propositions de solutions. Sénégal, Ousmane Sonko pourra-t-il se présenter à l'élection présidentielle de février prochain? En tout cas, l'opposant sénégalais a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Le port de la blouse dans les structures hospitalières, c'est le sujet de notre dossier de ce vendredi, un dossier signé Abdoulaye Touré. Sport, l'actualité, c'est bien sûr la CAN 2023 qui démarre dans un peu plus d'une semaine. Les Aigles continuent de se préparer de façon intense. Auditrices, auditeurs, bienvenue. L'armée malienne vient d'être dotée de nouveaux appareils pour des actions en l'air. Il s'agit de drones d'attaque de type TB2 de fabrication turque et qui sont munis d'un système de reconnaissance, d'observation et de guidage. La vitesse que peut atteindre l'appareil est de 300 km à l'heure avec une capacité de vol de plus de 20 heures. Des appareils acquis dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Turquie. La cérémonie de remise était présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous propose d'écouter le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, qui était bien sûr sur place. Il est au micro de Hussein Toungara. Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. C'était donc là les propos du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Lancement à 100 des États généraux de l'éducation durant 3 jours. Les participants vont faire le diagnostic des maux qui minent l'école malienne pour ensuite proposer des pistes de solutions. Cette première édition se situe dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. À 100, nous avons joint notre correspondant Drissa Konaté. Jadis, l'école malienne faisait partie des plus performantes dans la sous-région, mais au fil des ans, elle a connu des dysfonctionnements. Les Assises nationales de la refondation de l'État ont recommandé une refondation du système éducatif pour une école plus performante. À 100, les participants vont se pencher sur plusieurs thématiques. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de 100. Vous aurez à établir un diagnostic clair et objectif des dysfonctionnements et du malaise persistant dans le système éducatif malien, collecter les contributions et les idées novatrices de différents acteurs,
définir le profil de l'homme malien à former, déterminer les piliers de la refondation du système éducatif malien, proposer des solutions aux questions brûlantes de l'école malienne, proposer un mécanisme de sensibilisation des produits à assurer pleinement leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des activités du nouveau système éducatif malien. Au regard de l'importance des résultats attendus, le gouverneur a appelé les participants à plus d'assiduité durant les 3 jours de travaux en vue de l'atteinte des objectifs assignés par le peuple malien. Sans Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. À Tombouctou, l'atelier sur les États, disons l'atelier consacré donc aux États généraux de l'éducation, devra permettre à quelques 80 participants d'analyser les mots qui minent l'école malienne et proposer éventuellement des solutions pour leur éradication. Reportage Najim Babassissé. En région de Tombouctou, les États généraux de l'éducation ont démarré dans la plus grande cohésion. Une centaine de participants fera le diagnostic des difficultés de l'école malienne et proposera des solutions. Ces participants sont les parties prenantes de l'éducation et sont, entre autres, autorités administratives et politiques, gestionnaires d'écoles, représentants des syndicats d'enseignants, la société civile, ainsi que des partenaires de l'école. Contrôleur principal de police, Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Il s'agira pour vous d'examiner sans complaisance au sein des groupes de travail les différents questionnaires en vue de proposer des voies et moyens permettant à notre cher pays de disposer d'un système éducatif refondé et en phase avec ses besoins de développement socio-économique et culturel. Ces travaux se dérouleront sur la base de 18 thématiques sous forme de questionnaires-réponses, entre autres la vision globale de l'éducation, éducation préscolaire et spéciale et enseignement fondamental, enseignement normal, secondaire, général et technique, et j'en oublie volontiers. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. J'ose espérer que vous mesurez avec moi toute l'importance qu'accordent les autorités de la transition au rayonnement de l'école malienne, en établissant surtout un lien structurel entre le développement de l'éducation et le développement économique, politique, social et culturel du Mali. La fin de cette session de 3 jours sera sanctionnée par des recommandations qui permettront sans nul doute de contribuer au relèvement de la qualité de l'éducation à Tombouctou et par extension au Mali. Tombouctou, Najim Babassissé, Mahamoudou Askofare pour le RTM. La région de Taoudéni a procédé elle aussi au lancement de l'atelier sur les États généraux de l'éducation. Le cadre a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans les affaires éducatives et leurs partenaires autour de 16 thématiques. Ils vont, ces participants, directement énumérer les problèmes que connaît l'école malienne avant de faire des propositions de solutions. Reportage Chirfi Moulay et Alou Koulibaly. Les acteurs et partenaires de l'éducation de la région de Taoudéni ont lancé les États généraux de l'éducation, des États généraux qui visent à doter l'éducation malienne de stratégies adaptées aux valeurs socio-culturelles. Issoufou Albert Touré, directeur national de l'enseignement fondamental. Il est à noter que le Mali est à sa 2e organisation des États généraux après ceux de 1989. Le présent atelier a pour objectif de définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles. Durant 3 jours, les participants vont faire la cartographie des difficultés et proposer 2 solutions. Bolé Mouloud Babi, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Taoudéni. De façon spécifique, il s'agit d'établir un diagnostic clair et objectif du dysfonctionnement et du malaise persistant dans le système éducatif malien. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont placé l'éducation au cœur de leurs priorités dans l'élaboration des politiques de développement. Aussi, l'Organisation des Nations Unies fait de l'éducation un droit fondamental de la personne humaine, une condition essentielle pour asseoir les bases d'un développement durable, de la paix et du vivre ensemble. Cette session sera marquée par une batterie de recommandations qui aideront à trouver un palliatif aux vrais problèmes de l'école malienne. Tombouctou, Chirfi Moulay Haïdara pour l'ORTM. ORTM, il est 13h passé de 9 minutes.
Actualité hors du Mali à présent au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, une condamnation qui a été prononcée en mai dernier par la Cour d'appel et par la Cour d'appel et la Cour suprême qui vient d'être confirmée hier soir. Reste à savoir si l'opposant Ousmane Sonko pourra se présenter à l'élection présidentielle de février prochain. À Madagascar, le Premier ministre Christian Tsaï a été reconduit hier soir à son poste par le président André Rajoelina. Ce dernier a toujours occupé ce fauteuil de chef de gouvernement depuis 2019, une année qui coïncide avec le début du premier mandat de l'actuel président. Surmonter les obstacles au développement du pays et lutter contre la corruption sont les deux principaux objectifs assignés à Christian Tsaï par le chef de l'État. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a remanié son gouvernement avec 10 nouveaux entrants dans l'équipe. Il s'agit entre autres d'Autrien Simplice Zinga, ancien opposant comme ministre de l'Éducation nationale et héritier d'Oneng à la jeunesse et au sport. L'entrée de ces nouveaux membres fait suite à leur rôle joué lors de la campagne pour faire adopter la nouvelle constitution par référendum. C'était en fin juillet, mais le Premier ministre Félix Mouloua et les principaux cadres restent en place. Aux Comores, à quelques jours de la présidentielle prévue le 14 janvier prochain, Daouda Abdallah Mohamed, l'un des 6 candidats, dénonce des irrégularités au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le leader du parti Orange évoque entre autres le manque de neutralité de la CENI, sans oublier le recrutement des membres des bureaux de vote qui, selon lui, ne respectent pas les critères convenus. Selon le porte-parole de la CENI, Mohamed Abdelrahman Ilali, ces accusations sont sans fondement. Au Japon, le bilan du séisme qui a secoué lundi dernier le pays ne cesse de grimper. Plus de 90 morts, 460 blessés et 222 disparus. C'est le nouveau bilan, toujours provisoire, de cette catastrophe naturelle. Les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants sous les décombres. Dossier de ce vendredi, nous sommes à l'hôpital, en tout cas dans les structures hospitalières. Dans ces structures, tout comme les SOSCOM ou les centres de santé de référence CCRF, le personnel soignant, médecins, infirmiers ou aides-soignants portent des blouses. Ces blouses sont d'une importance capitale dans la protection contre les maladies, mais au-delà, il faut savoir que chaque corps médical a une blouse propre à lui et la multiplicité des couleurs exprime un symbole, une confiance, une identité dans le milieu médical. Alors, quel rôle joue la blouse et pourquoi la multiplicité des couleurs? Aliou Abdoulaye Touré tente de répondre à ces questions. Voici le dossier qu'il nous propose. Quand on franchit un centre hospitalier, pas besoin de se poser 1001 questions. Le personnel soignant s'identifie très facilement par les blouses qu'il porte. Ces blouses représentent un symbole, comme nous l'explique Mohamed Kassoum Diré, un praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Une blouse, c'est le symbole de la pureté, de la paix et de la bonté. Et c'est ce qui caractérise le médecin et, de forme générale, l'agent de santé. Si vous partez voir un médecin et que sa blouse soit sale, déjà automatiquement, le patient a déjà une impression sur le médecin. Mais si tu pars voir un médecin avec une blouse, ce médecin même est propre comme la blouse, déjà, ça vous donne une confiance. La blouse est une tenue que les agents de santé, médecins, infirmiers ou même aides-soignants portent pour mener leurs activités de soins. Au-delà, la blouse joue 3 rôles essentiels selon Dr Bakary Dambélé, psychologue à l'hôpital du Mali. Son premier rôle, c'est d'abord de montrer qui je suis. C'est-à-dire au niveau de la structure, les porteurs de blouse, ce sont eux qui sont là pour accueillir et porter secours et porter des soins appropriés aux usagers. Le deuxième rôle, la blouse permet de protéger la personne qui soigne contre les infections du soigné et ensuite protège le soigné contre les microbes venant du soignant. Toutefois, la blouse est majoritairement blanche. Elle peut être de manches longues ou de manches courtes, comme nous l'explique Mohamed Kassoum Diré, praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Dans la réglementation du système de santé ici au Mali, généralement les blouses manches longues sont réservées aux médecins et les blouses manches courtes sont réservées aux
infirmiers, aux paramédicaux. Dr Bakary Dambélé, psychologue à l'hôpital du Mali. La norme standard voudrait que ce soit médecin manche longue, blouse blanche, et blouse blanche, manche courte pour les infirmiers. Derrière ces blouses se cache une histoire, l'histoire qui se confond avec celle des soins qui remonte à 1820. Dr Bakary Dambélé est psychologue à l'hôpital du Mali. La blouse est venue de l'église à l'époque parce que Florence Nightingale était une nonne. Une nonne, c'était une sœur. Et à la guerre de Crimée, vers les années 1822, elle a été voir les responsables dignitaires religieux pour demander à ce qu'on lui donne des équipes pour venir en aide aux blessés sur le front de Crimée. De l'église, elles sont venues sur le champ de bataille la nuit pour essayer de voir entre les blessés ce qu'on peut sauver. Donc c'est comme cela, dès que la guerre a pris fin, les autorités ont décidé que à chaque fois qu'il y ait des sinistres ou un conflit ou une catastrophe naturelle, que ces gens-là interviennent. Mohamed Kassoum Djiré est praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Ces dames, les nonnes, portaient des habits pour se protéger, pour protéger le malade. Parce que rappelez-vous qu'entre médecin et le malade, il y a toujours ce qu'on appelle une confiance, une relation médecin-patient. Mais cela doit aller avec des principes et des normes qu'on appelle les normes de barrières de défense. Quant au choix des couleurs, il rime avec l'histoire de la blouse. Autrement dit, chaque catégorie d'agents a une blouse spécifique, comme le souligne Dr Bakary Dambélé, psychologue à l'hôpital du Mali. Pour les sages-femmes, vous allez remarquer que les sages-femmes ont les blouses roses tout simplement parce que c'est la couleur de leur bébé et parce qu'elles travaillent avec le sang. Avec l'accouchement, le sang peut entacher. Si c'est la blouse blanche, elle est très désagréable à voir. Donc du coup, c'est ce qui est adapté à la sage-femme et l'ordre des sages-femmes en a fait comme propriété privée. Mohamed Kassoum Djiré, praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Au bloc opératoire, comme moi je suis chirurgien, généralement nos deux couleurs préférées, c'est la couleur verte et la couleur bleue. Principalement la couleur verte. Tu vas voir tous les chirurgiens s'habillent en vert parce que le vert symbolise quoi? La paix, la nature. Vous allez voir au bloc opératoire, tout est silencieux. C'est ça la réalité des couleurs. Quant au temps d'usage d'une blouse, il y a de 24 heures pour des questions d'hygiène. On doit beaucoup enseigner ça aux élèves depuis la première année de médecine. Malheureusement, tu vas voir des blouses, les gens les utilisent plusieurs fois. Sinon, surtout chez nous les chirurgiens, c'est usage unique. Si c'est les blouses coton usable, on les amène en stérilisation à la bianderie. C'est lavé, c'est stérilisé et c'est ramène au bloc. Maintenant, les blouses que nous utilisons à l'hôpital, mais on ne doit pas amener ces blouses à la maison, parce qu'on amène les germes à la maison. À la question de savoir s'il existe une blouse noire, la réponse est négative, car la couleur noire, selon les professionnels de la santé, symbolise la mort. Qu'à cela ne tienne, porter la blouse est à la fois une nécessité pour le corps médical, mais aussi une lourde responsabilité. L'actualité sportive est dominée ce vendredi par le football d'abord. Sachez que la Fédération malienne de football et l'INTS viennent de signer une convention en vue de la formation dans plusieurs domaines. L'actualité footballistique, c'est bien sûr surtout la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Mali continue de se préparer et à cet effet, les Aigles joueront demain un match amical international contre la Guinée-Bissau. Le coup d'envoi, c'est à 19h pile. Voici les résumés de l'activité sportive avec Isaac Chen. Les Aigles du Mali sont en pleine préparation pour la CAN en Côte d'Ivoire. Le sélectionneur Eric Sekouchel et ses hommes répètent leur gamme à Kabbalah. Le Mali jouera un ultime match de préparation ce samedi face à la Guinée-Bissau au stade du 26 mars. Serratou Cissé nous fait le point. Après la liste des 27 aigles du Mali choisis pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur Eric Sekouchel est focalisé sur la dernière ligne droite de la préparation au plan local. Eric Sekouchel, sélectionneur des aigles du Mali. Il y a une planification physique, technique et tactique qui a été mise en place. Voilà, depuis qu'on a repris, on a 2 entraînements par jour. Voilà, le matin qui est axé un peu plus sur le physique et le soir sur du jeu. Ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard ont eu des tests physiques à faire et c'était une séance, on va dire, un petit peu plus tactique qui nécessite moins d'efforts. Les Aigles du Mali disputeront un ultime match de préparation ce samedi à 19h au stade du 26 mars face au Yurtus de la Guinée-Bissau. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Sur certains secteurs de jeu, on
On va pouvoir mettre en place ce qu'on a travaillé. Et puis sur d'autres, je suis partagé entre la sécurité et aussi, j'ai pas trop envie de divulguer aussi ce que je vais mettre en place. Parce que vous savez que les matchs sont observés. Donc... Les 27 aigles au complet, 16 anciens et 11 nouveaux vont apprendre à vivre ensemble, à se côtoyer, à créer une complicité et former une famille pour faire rêver le peuple malien. D'autre part, la Fédération malienne de football et l'Institut national de la jeunesse et des sports viennent de signer une convention de partenariat. Tous les acteurs du football seront concernés par ce partenariat axé sur la formation. Les représentants des deux structures qui ont paraphé le document se disent ravis de ce partenariat gagnant-gagnant. Reportage Daouda Kone. La formation est l'un des axes du programme du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Cela se matérialise à travers la signature d'une convention de partenariat entre la Fédération malienne de football et l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Les responsables des deux structures se disent ravis de la signature. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football. Nous sommes à fond sur la formation. Et si nous avons aujourd'hui cette convention avec l'Institut, je pense que c'est la fédération qui est la partie gagnante à mon avis. Parce que nous allons être accompagnés par des cadres. Nous allons travailler avec des jeunes cadres et qui ont déjà une bonne formation de base. Cheikh Konaté, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Aller vers cette convention aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle un bon départ de formation générale à la base. Et de cette base, on pourra tirer une bonne élite et les meilleurs pourront aller vers des licences beaucoup plus confirmées pour s'affirmer sur le plan international. C'est au siège de la Fédération malienne de football et devant la presse que la signature s'est déroulée. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Soumao Aïdara, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Mais gardez vos positions d'écoute, car juste après ce journal, Kani Keita prendra ma place pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.